Que reste-t-il de nous-mêmes ? En direct de la galerie Chapelle 14, boulevard de la Chapelle, et de l'exposition Ce qu'il reste de nous-mêmes. Marie-Lou Poncin est avec nous. Marie-Lou, artiste plasticienne qui est passée par les Beaux-Arts de Lyon, la Rietveld d'Amsterdam, les Arts Déco de Paris. Et dans tes œuvres, tu crées des situations qui mettent en scène les corps, leurs désirs et leur numérisation. Les fantasmes deviennent des mondes virtuels à explorer, et tu manipules autant l'installation vidéo que la photographie, la peinture ou la céramique. Tu croises aussi plusieurs formats et médiums, et tes céramiques s'insèrent dans tes images en reproduisant une nature fantasmée, souvent absente des environnements fictifs que tu filmes ou que tu photographies. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça, et surtout peut-être commencer par nous décrire un petit peu tes œuvres pour que les personnes qui écoutent seulement et qui sont pas là puissent comprendre de quoi on parle. Absolument. Oui. Moi, je montre 4 œuvres ce soir, et même pendant la durée de l'exposition. Donc, 3 œuvres que j'ai jamais montrées encore ailleurs, et une œuvre qui est la fameuse vulve en plastique, qui est un travail plus ancien. Alors, pour décrire un petit peu ce que le spectateur pourrait voir en passant dans l'exposition, alors quand il s'approchera de mon travail, il verra d'abord pas mal de limaces. Puisque cet animal est présent dans plusieurs pièces. Alors, je suis venue aujourd'hui en tant que bonne élève avec une magnifique définition du mot limace. Voilà. Une magnifique tenue de limace. Parce que cette définition doit être énoncée. Une tenue de limace ? Ouais, c'est bien que tu réagisses. Je sais pas, j'ai imaginé, comme tu finissais pas ta phrase, que tu étais venu en tenue de limace. Continue, s'il te plaît. Il faut pas toujours écouter ce que je raconte. D'accord. Alors, c'est très bien. Ça va faire un magnifique écho à cette définition. Donc, la limace est un mollusque gastéropode de forme allongée, sans coquille, ou dont la petite coquille est cachée sous le manteau, à 4 tentacules, couverts d'une humeur visqueuse et qui aime l'humidité. Voilà. Ouais. Parfait. Donc, ça fera parfaitement écho à toutes ces discussions sur la vulve. Mais c'est pas du tout une tenue. Par exemple, la tenue de limace, c'est pas du tout appropriée à l'hiver. Ah non. L'humidité et le froid ne font pas long ménage. Non. C'est bien que finalement tu sois pas venu en tenue de limace, tu serais tombé malade peut-être. Eh oui, ce serait bien dommage. Et c'est une passion qui a toujours été en toi, la limace ? Alors oui, étrangement, ça fait écho à une histoire de mon enfance, parce que j'ai grandi toute seule dans un endroit hyper isolé en pleine montagne, campagne. Et je me baladais pas mal dans la montagne seule, donc, puisque c'était un peu mon terrain de jeu. Et je jouais beaucoup avec les limaces. Donc je pense que c'est resté quelque part en moi. Mais jouer, ça veut dire que tu les coupais, tu les ai brûlés ou... Non, c'était plus des compagnons. D'accord. Alors j'avais quand même tendance à toucher leurs yeux pour qu'ils rentrent de manière ouais. frénétique à l'intérieur, parce que je trouvais ça assez fascinant. Mais je leur faisais pas plus de mal que ça. Moi, je croyais que c'était des antennes, j'avais pas capté que c'était les yeux. Ah bah oui. Très bien. Eh ben faut aller au parc un peu. Pour ceux qui nous écoutent, voilà, vous sachez que les limaces sont des antenneux. Eh ben oui, voilà, c'est ça. D'accord, et ça t'est resté donc ? Ça m'est resté, et en fait, donc je fais de la céramique depuis assez peu de temps, ça doit faire 1 an, quelque chose comme ça. Et comme le disait justement Justine, la nature est assez absente du reste de mon travail, plus lié à l'image. Et en fait, je pense que ça a été une manière pour moi de me plonger dans la céramique et de pouvoir insérer cet élément naturel qui était absent jusqu'à présent, parce que j'étais plus dans la fiction, voire même dans des univers assez futuristes, des rapports au corps assez plastiques et assez, désincarné, comme on peut le voir dans la photo plus ancienne dont on parlait précédemment. Et donc voilà, ça m'a permis de réinterpréter la nature, de la replacer, et encore une fois d'une manière assez fantasmée. Je regarde la nature de la même manière que je regarde le corps des femmes, en fait. Et qu'est-ce que tu penses de ce travail donc, qui est plus ancien ? Donc c'est cette vulve en latex avec une fleur dedans. Donc au passage, je précise que tu es donc vendu dans une galerie, qui est la galerie... J'aime bien, je suis vendue. Oui, vendue. On dit pas ça. Mon galeriste est donc un proxénète. Il vend tes œuvres, il vend pas tes membres. Oui, mais c'est très étrange. Il vend mon travail, oui. Alors, parce qu'après, moi représenté par une galerie, on va dire plutôt. Voilà, c'est bien qu'on apprenne les termes aussi. On est là tous les jours qu'on est dans une galerie. Voilà, tu vois, c'est pour ça, c'est exactement le propos de cette galerie. C'est de casser cette espèce de rigueur de la linguistique artistique, et on peut se tromper. Parce que sinon, moi, je vais plus revenir. Je me trompe, à chaque fois, je me fais engueuler. Tu reviens plus. On a bien fait de t'inviter, Xavier. Comme ça, tu vas apprendre plein de trucs après cette émission. Et oui, puis les gens qui nous écoutent auront peut-être moins peur maintenant de poser des questions qui pourraient paraître stupides au prime abord. Il n'y a pas de questions stupides, certainement. Exactement.
Alors, donc, tu es représentée par une galerie. Je suis représentée par une galerie, oui, tout à fait. Laquelle ? La galerie Laurent Gaudin, depuis 2019. Qu'est-ce que ça change, ça ? C'est un sacré tournant dans la vie d'un artiste parce que déjà, ça permet une espèce de validation du marché. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. Ça donne aussi des opportunités de vendre son travail, ce qui permet aussi d'avoir une économie assez viable parce qu'être artiste, c'est aussi beaucoup de précarité. Donc voilà, ça permet de pouvoir imaginer vivre de son travail, même si moi, j'ai toujours fait le choix de travailler à côté jusqu'à présent pour justement pouvoir faire de l'art libre, on va dire, sans contrainte du marché. Puis ça permet aussi de rencontrer un tas de personnes. Ça m'a permis aussi de faire mon premier solo show en 2019. Voilà, c'est des superbes opportunités et ça va que croître. Là, par exemple, en ce moment, j'ai une exposition au Japon, à Tokyo. C'est aussi une opportunité qui m'a été apportée par la galerie Laurent Gaudin. Et donc, il y a aussi une forme de... tu as moins de liberté dans le sens où tu peux plus choisir le prix de tes œuvres. Ce que disait Milena rapidement tout à l'heure, quand tu rentres dans le circuit galerie, tu n'es plus non plus maître de ce que tu fais. Non, pas du tout. Le galeriste prend pas du tout... Enfin, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que ça se passe. L'ascendant sur ces questions-là, c'est une discussion, en fait. D'accord. Moi, en tant que jeune artiste aussi, faut dire que j'ai été assez perdue sur le prix de mon travail pendant longtemps, parce qu'on nous apprend absolument pas ça à l'école. Et au contraire, ça a été justement un référent professionnel voilà, qui m'a permis de comprendre quel était le prix de mon travail par rapport à l'âge que j'ai, par rapport au médium utilisé, par rapport à la manière de le montrer. Donc c'est plus une discussion que quelque chose d'imposé. Et il y a aussi une confiance en toi qui doit faire vraiment du bien. Enfin, je veux dire, le fait que quelqu'un s'intéresse d'une part à ton travail, mais ensuite fasse le travail de vente, ça doit libérer pas mal. Absolument, et en plus Laurent a quand même une longue carrière derrière lui. Il y a des artistes, moi, que j'admire depuis des années, par exemple Mika Rothenberg, qui est aussi représentée par la galerie Laurent Gaudin. Donc moi, quand j'ai vu ça au début, c'était vraiment comme un rêve, quoi. Une forme de premier aboutissement, en effet. Tu sais que j'ai des amis qui utilisent ce genre de vulve. Eh ben, écoute, tu peux leur dire que mon travail est à vendre ici. S'ils veulent continuer leur collection. Tu parles de Love Dolls ? Non, c'est juste le vagin. La vulve. T'as juste la vulve en latex. Et en fait, la technique consiste à les chattes de poche, c'est ça que tu parles ? En quelque sorte, ouais. Ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est chattes de poche. Utilisons les termes. Ce qu'on appelle le pussy pocket. Voilà. Et ils sont satisfaits de leur usage ? Ouais, ils sont amoureux de leur poche. Superbe. Eh ben, ils sont toujours détentes aussi. C'est très bien parce que ce que tu dis fait absolument écho au titre de la pièce qui s'appelle Even in Plastic Things Can Grow. Et donc c'est dans un travail qui était fait sur les love dolls et leur usage au Japon, et aussi du coup une réflexion sur les sextoys et les sex dolls qui sont donc vraiment à usage masturbatoire. Et justement dans l'usage des love dolls au Japon, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était que en fait c'est des corps inertes qui attendent la projection d'émotions de leurs propriétaires en eux ou en elles pour pouvoir s'épanouir en fait. Donc au-delà d'un objet masturbatoire, c'est aussi une vraie relation qui se crée puisque cet objet devient miroir de ce qu'on est nous en fait. Oui, de son désir. Et de son désir, tout à fait. Et du coup, ce que j'aimais bien donc avec l'idée de cet objet-là, c'est que tout peut pousser dans le plastique, même les émotions, même les plantes. Voilà, c'était vraiment une histoire de métaphore comme ça, donc même l'amour, comme tu le disais avec ton ami. Et en même temps, cette fleur qui est plantée comme ça dans un orifice des fesses en silicone n'a pas l'air très en forme non plus, donc peut-être que ça veut dire quelque chose. Elle est fanée carrément, enfin elle est pré-fanée, juste avant d'être fanée. Tout à fait. Alors ça c'est libre interprétation, je vous laisserai... C'est aussi le propos de l'art, de semer des questions, des réflexions au cœur des esprits de ceux qui la contemplent. Justine, où en sommes-nous exactement ? Toujours la même question, le rapport, la place du corps, la réflexion autour du corps dans tes œuvres. Du coup, enfin là, c'était assez clair, en tout cas autour des Love Dolls, mais vu que tu fais aussi tu utilises d'autres médiums et tu fais d'autres œuvres, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, moi, j'ai toujours représenté des corps féminins dans mon travail. Là, tout récemment, je travaille uniquement féminin, du coup ? Uniquement féminin, que ce soit mon corps, le corps d'amis, ou via l'usage d'images récupérées dans des magazines érotiques. Après, là, je suis en train de travailler sur un nouveau projet de film où je vais devoir mettre en scène pour la première fois des hommes, des corps d'hommes.
Ce qui me fait un peu paniquer, mais en même temps, voilà, il faut sortir un peu de sa zone de confort. Complètement. Et du coup, donc, tu disais ton corps aussi est investi dans tes œuvres ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux parler de ça, ou si tu as des œuvres en particulier Oui, tout à fait. J'ai fait pas mal d'autoportraits. J'ai fait notamment une vidéo en réalité virtuelle où je mettais en scène mon avatar qui s'appelait Marie Love. J'ai aussi fait deux autoportraits qui s'appellent Abyssade, aussi dans la même série sur les Love Dolls, où j'étais moi-même grimée en Love Doll. Donc il y avait vraiment une interrogation aussi de comment le corps de l'artiste se place dans son œuvre, etc., vis-à-vis de l'histoire de l'art et aussi de ces pratiques qui peuvent paraître un peu marginales. Et aussi plus récemment via la céramique, puisque moi je fais principalement du modelage, donc je sculpte des formes avec mes mains, et ça en fait ça devient la contreforme de mon propre corps, donc c'est aussi une manière de l'inclure dans le processus créatif.